Warren Buffett est considéré par une vaste majorité du monde de la finance comme le meilleur investisseur de tous les temps. En mars 2008, il était l'homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes avec une fortune estimée à 65 milliards de dollars. Il a été élu en 1999 meilleur investisseur du XXe siècle et il a accompli cela en se concentrant essentiellement sur son véhicule d'investissement favori, les actions. Si investir comme Warren Buffett et obtenir des résultats similaires aux siens n'est pas chose facile, son talent personnel étant un facteur important dans l'équation qui a conduit à son succès, il y a cependant beaucoup de choses à apprendre de ses méthodes d'investissement et de sa philosophie boursière. Voici ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qui était Warren Buffett ? Quelles sont les méthodes d'investissement qu'il a utilisées pour bâtir sa fortune ? Et nous reviendrons ensuite plus en détail sur quelques-uns de ses meilleurs investissements. Warren Buffett est souvent surnommé l'oracle d'Omaha du fait de ses commentaires de marché très suivis par la communauté financière et de ses choix d'investissement judicieux. Buffett a acheté ses premières actions à l'âge de 11 ans et a compris très vite l'opportunité incroyable que représentaient les marchés boursiers. À l'âge de 21 ans, en 1951, il a rencontré son mentor, Benjamin Graham, auteur du livre L'investisseur intelligent, et ce fut pour lui une révélation. Il a appris auprès du maître les bases de son style de prédilection, l'investissement dans la valeur. À l'âge de 25 ans, Buffett fonde sa propre société et lève 100 000 $ de capital. En 3 ans, Warren double la mise initiale de ses investisseurs. Il achète ensuite la société mourante de textile Berkshire Hathaway, qu'il transforme en holding financière. À la tête de Berkshire, il investira dans de multiples sociétés aux noms bien connus: Walt Disney, American Express, Coca-Cola, Washington Post. Entre 1990 et 1998, la valeur de l'action Berkshire Hathaway passe de 5 800 $ à 75 000 $. En 1999, Buffett est élu meilleur investisseur du XXe siècle par le Carlson Group. Cependant, sa réputation est remise en question car à l'inverse des autres gérants de fonds de l'époque, il refuse d'investir dans les compagnies internet. Il rate la hausse massive de la fin des années 90 pendant que ses rivaux gagnent beaucoup d'argent, il est alors considéré par certains comme dépassé. Buffett reste sur ses positions et refuse d'investir dans ces sociétés car il dit avoir du mal à comprendre leur business model et leur reproche de ne pas générer réellement de revenus. En 2001, la bulle internet éclate et Buffett a le dernier mot. Beaucoup de ses détracteurs sont ruinés alors que la valeur de Berkshire double à nouveau. Sa réputation est restaurée et sa valeur boursière remonte. Buffett avait vu juste, les dot-com étaient bien une bulle. En 2008, Buffett était l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée autour des 65 milliards. Ses retours annuels entre 1976 et 2007 se situent autour de 30% par an. Ce niveau de rendement sur une période de temps aussi longue et avec une telle constance est une performance qui n'a été égalée que par quelques individus dans toute l'histoire de la finance. Voyons un peu plus en détail quelles sont ces méthodes d'investissement. Contrairement à ce que beaucoup d'investisseurs peuvent penser, simplement acheter des actions peu chères est loin de bien résumer ce que fait Buffett. Warren Buffett n'investit que dans des sociétés qui disposent d'un fort avantage compétitif dans leur secteur, d'une image de marque forte, d'une communauté de clients fidèles prêts à payer le prix pour leurs produits, qui génèrent beaucoup de cash flow et qui offrent une bonne rentabilité des capitaux investis. Comme il aime le répéter, il vaut mieux acheter une société extraordinaire à un prix convenable qu'acheter une société convenable à un prix extraordinaire. Les meilleurs business sont de loin ceux qui offrent des retours élevés sur le capital investi et qui ont besoin de peu d'investissement pour continuer à grandir. En tant qu'investisseur dans la valeur, il investit seulement si la société se vend à un prix faible par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Il laisse ce que Benjamin Graham appelait une marge de sécurité. Buffett adore les sociétés qui possèdent ce qu'il appelle un moat, ou douve en français, c'est-à-dire une barrière infranchissable qui les protège de la compétition. Nous verrons quelques exemples plus concrets dans la suite. Une fois ces valeurs identifiées, Buffett profite des moments d'irrationalité du marché pour acheter ces sociétés d'excellente qualité en dessous de leur valeur réelle. Point intéressant également, Buffett investit à long terme et il n'essaie pas de prédire les mouvements futurs du marché. Il se contente de regarder les opportunités qu'il a en face de lui à l'instant T. Cela me semble être un point important à préciser, car beaucoup d'investisseurs pensent qu'il faut être capable de prévoir le futur pour gagner de l'argent en bourse, chose que Buffett n'a jamais fait. Pour preuve, voici un court extrait d'une interview qu'il a donnée au magazine Fortune en 1999. Je vais parler ici des niveaux du marché, mais je ne ferai pas de prédiction concernant ses prochains mouvements. À Berkshire, nous nous concentrons exclusivement sur les prix des sociétés individuelles et très peu sur la valorisation du marché dans son ensemble. Et même si nous le faisions, le niveau général de valorisation du marché aujourd'hui ne permettrait pas de savoir où il ira la semaine prochaine, le mois prochain ou même l'année prochaine. Les marchés se comportent d'une certaine manière, pendant parfois de longues périodes de temps, qui ne sont pas liées à la valorisation. Mais tôt ou tard, la valorisation reprend ses droits. Voyons maintenant quelques exemples d'investissements à succès typiques du style de Buffett et combien ces placements lui ont rapporté.
Coca-Cola est l'exemple typique d'un business susceptible de plaire à Buffett. Le groupe possède une image de marque forte qui lui permet de se démarquer de ses concurrents et d'imposer ses prix. Un consommateur sera toujours prêt à payer plus cher pour avoir un vrai Coca que pour avoir un simple cola d'une marque non identifiée. Le groupe dégage également un énorme cash flow et nécessite relativement peu d'intensité capitalistique pour être rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent régulièrement pour garder le business à flot et vendre du cola. Le groupe est également très diversifié et a acheté un grand nombre d'autres marques fortes du monde de la boisson. Buffett a acheté pour 1 milliard d'actions Coca-Cola en 1989 et les a conservées pendant 30 ans. À la fin de l'année 91, les 1 milliard initiaux qu'il avait investis dans Coca en valaient déjà près de 4 et les gains ont continué à suivre par la suite. Un bref coup d'œil sur le graphique de l'action Coca-Cola vous donnera une idée des performances générées dans le temps sur cet investissement. American Express est l'un des premiers gros paris de Buffett. Il y avait investi près de 40% de l'argent de ses clients, ce qui est assez colossal. American Express était à l'époque où Buffett a investi la plus grande société de cartes de crédit du monde. Comme dans le cas de Coca-Cola, Amex bénéficiait d'une image de marque forte qui lui permettait d'imposer ses prix. Une carte American Express n'était pas juste une carte de crédit, mais un symbole de statut. En 1963, une grosse panique a eu lieu sur les marchés suite aux actions frauduleuses d'un trader sur les matières premières qui ont menacé la stabilité du système financier mondial. Une affaire appelée à l'époque, et je n'invente rien, le scandale de l'huile à salade. Le trader en question avait utilisé le nom et la réputation d'American Express pour avoir la confiance de ses clients avant de remplacer une large part de ses stocks d'huile par de l'eau. Le problème, c'est qu'American Express étant garante de ses stocks, la société a dû honorer ses engagements auprès de ses contreparties. Amex a donc encaissé une énorme perte et le cours de son titre a plongé dans les abysses. C'est ce moment-là qu'a choisi Buffett pour acheter massivement à un prix dérisoire. Cette affaire n'ayant selon lui qu'un impact temporaire sur une société globalement de qualité. En 1973, la valeur de l'investissement initial de Buffett dans American Express avait été multipliée par 10. Moody's est une agence de notation en charge d'évaluer la qualité de l'émetteur d'une obligation et de lui attribuer un score qui sera ensuite utile aux investisseurs pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Il faut préciser que le business de notation des obligations est basiquement une oligopole où 3 vendeurs se partagent la quasi-intégralité du marché. Ces vendeurs sont Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Cette position de force leur confère, comme dans le cas des 2 sociétés précédentes, un fort pouvoir pour ce qui est d'imposer leurs prix et font de leur business un passage obligé pour tout émetteur voulant émettre des obligations et se financer à bon prix. Le business model de ces agences est redoutablement efficace. Tout émetteur de bonne qualité pourra rapidement recouper les frais engagés pour sa notation en bénéficiant d'une note de crédit élevée qui lui permettra ensuite de se financer sur les marchés à moindre coût. Buffett utilisant régulièrement leurs documents pour ses analyses, il était déjà très au fait de la position dominante de la société sur le marché, et comme à son habitude, il a simplement attendu de pouvoir l'acheter à bon prix, chose qu'il a pu faire en 2000. L'investissement a ensuite délivré des retours supérieurs à 2000% dans les années qui ont suivi. Pour conclure sur le style de Buffett, la presse financière et le public en général le retiennent surtout pour son approche value, mais au-delà de la décote, Buffett recherche avant tout des sociétés en position de force sur leur marché. La même logique que pour les 3 investissements présentés ici a conduit Buffett à acheter l'action Apple au cours de la dernière décennie. On retrouve à nouveau certains de ses éléments favoris, un fort pricing power, une position dominante sur le marché, une base de clients fidèles et une décote temporaire au moment de l'achat de la valeur par Berkshire Hathaway. Cependant, il est intéressant de noter que l'achat d'Apple constitue un changement important par rapport aux règles d'investissement initiales de Buffett, qui historiquement ne s'est guère intéressé aux valeurs technologiques. Il a une opinion très intéressante à ce sujet, qui va à l'encontre de ce que pense la majorité des investisseurs et que je vous propose d'étudier plus en détail dans le point suivant. Au-delà de ses investissements judicieux, Buffett est également connu pour ce qu'il n'a pas acheté. Il a réussi à éviter l'intégralité de l'éclatement de la bulle Internet des années 2000, non pas en vendant ses actions au bon moment, mais simplement parce que ses principes d'investissement lui dictaient d'éviter ce secteur comme la peste depuis ses origines. Ce point l'avait d'ailleurs conduit à se faire traiter de dinosaure dépassé par une grosse partie de la presse financière à l'époque, car éviter ce secteur avait conduit Buffett à rater des gains massifs à la fin des années 1990. Buffett savait-il que le secteur était une bulle, en quelque sorte. En fait, il a toujours eu un point de vue très particulier et intéressant au sujet de l'investissement dans les nouvelles technologies. Voici un autre extrait d'une interview donnée au magazine Fortune en 1999 à ce sujet, la traduction étant effectuée par mes soins. Je pense qu'il serait instructif de regarder dans le passé quelques grandes industries qui ont changé profondément ce pays, les automobiles et l'aviation. Prenez les automobiles. J'ai ici une liste d'une page, sur 70 au total, des fabricants de voitures qui ont opéré dans le pays.
À une époque, il y avait tant de fabricants de voitures qu'il y avait de quoi remplir un annuaire. Si vous aviez vu arriver les débuts d'une telle industrie, vous vous seriez sûrement dit « voilà la voie vers la richesse ». Maintenant, avançons dans les années 1990. Après un véritable carnage dans le secteur, il reste aujourd'hui 3 grandes sociétés qui produisent des voitures aux États-Unis. Voilà donc une industrie qui a eu un énorme impact dans la vie des Américains, mais pas sur celle des investisseurs. Une autre industrie au futur radieux et qui aurait fait saliver les investisseurs au début du XXe siècle était celle de l'aviation. J'ai donc regardé le nombre de fabricants d'avions sur la période de 1919 à 1939. Il y avait à l'époque environ 300 sociétés, aujourd'hui, seulement une poignée respire encore. Je ne me pencherai pas sur d'autres innovations qui ont changé radicalement nos vies, mais pas celles des investisseurs, comme la radio et la télévision, mais je tirerai une conclusion de tout cela. La clé d'un bon investissement n'est pas d'anticiper comment une industrie va affecter la société, ou de combien elle va grandir, mais de déterminer l'avantage compétitif d'une société à un moment donné, et par-dessus tout, le potentiel de durabilité de cet avantage. Les produits ou services qui ont un avantage compétitif large et soutenable dans le temps sont celles qui récompenseront le mieux un investisseur. Warren Buffett n'investit pas dans l'innovation et la technologie, pas parce qu'il ne les comprend pas, mais parce qu'il sait qu'il est très difficile, voire impossible, de déterminer à l'avance les gagnants dans ces secteurs. Selon lui, il est simplement irrationnel d'essayer de déterminer les 3 futurs gagnants potentiels parmi 200 sociétés qui n'ont pas encore subi l'épreuve du temps. De plus, les sociétés tendances du moment se paient habituellement assez cher et sa méthode d'investissement value le maintient naturellement à l'écart des secteurs en surchauffe. Buffett n'est donc pas un dinosaure, la sagesse accumulée durant plusieurs décennies d'investissement lui a permis de réaliser que les modes allaient et venaient et n'étaient tout simplement pas de bons investissements sur le long terme en règle générale. Pour conclure, je vous propose, comme dans ma précédente vidéo, de faire un bref récapitulatif des 10 enseignements principaux que j'ai retirés de l'étude de Warren Buffett. Coller à son style d'investissement en toutes circonstances. Ne pas hésiter à aller contre l'opinion de la foule. Ignorer l'actualité, les médias et les tendances du moment. Se méfier de l'innovation. Ne jamais payer ses actions trop chères. Être patient. Investir uniquement dans ce que l'on comprend. Placer son argent sur du long terme et ne pas vendre sans raison valable. Investir dans des sociétés fortes qui dominent leur secteur. Ne pas essayer d'anticiper la direction du marché. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je me suis senti obligé de dédier au moins une vidéo à l'oracle d'Omaha, puisqu'il a été une influence majeure pour une vaste majorité d'investisseurs. D'ailleurs, si vous aimez autant ces citations que moi, j'ai rédigé en complément de cette vidéo une liste de mes préférés que vous pouvez retrouver dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil à mon site ou à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui vous aidera à mieux investir.